bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup au Festival Lyon pour cette invitation. Donc je me présente, je m'appelle Hugo Vidier, je sors de l'école de design d'Orléans. Mais je vais vous présenter, enfin mon design objet espace, pardon. Et donc je vais vous présenter mon projet de diplôme de l'année dernière, donc de 5e année, qui est en fait un projet de recherche et d'expérimentation. Pour situer le contexte du projet, je me suis intéressé à la valorisation des déchets organiques dans l'agriculture. Et je me suis posé la question de si on peut à la fois cultiver et élever nos matériaux, enfin notre nourriture et nos matériaux, en trouvant une application ou des applications à la fraction non comestible de notre production alimentaire. Donc dans ce contexte-là, je trouve que le designer il a une responsabilité et un intérêt à participer en fait à retrouver cette synergie entre l'industrie et les déchets agricoles et l'agriculture pour, comme c'était le cas jusqu'au début du XXe siècle en fait, et qu'on a perdu avec notamment la pétrochimie. Et donc voilà, renouer ce lien entre agriculture et industrie par le biais du déchet et avec le designer comme médiateur. Donc dans ce contexte-là, je me suis intéressé plus particulièrement à la plume dans l'agriculture, qui est considérée comme un déchet et qui est une ressource disponible en grande quantité, c'est 90 000 tonnes par an environ. Il n'y a qu'un tiers qui est valorisé, mais valorisé sous forme de farine, donc à destination de l'alimentation animale, des animaux domestiques, ou aussi comme fertilisant pour les sols. Mais déjà, elle est que partiellement valorisée et à mon sens, au vu des propriétés qu'offre la plume, elle est sous-exploitée et sous-valorisée. Et donc voilà, la plume a des qualités esthétiques, elle a aussi des propriétés thermiques et mécaniques intéressantes. Donc voilà, l'idée c'est de se pencher sur cette ressource-là. Donc là on a quelques chiffres, quelques informations par rapport à la ressource, à la filière. Donc dans ce contexte-là, l'idée aussi c'est d'avoir donné aux designers une responsabilité dans la promotion d'une agriculture et d'un élevage durable et responsable. C'est pourquoi, là, si on regarde par exemple pour la filière donc, agricole, l'agriculture, les poules, les pintades, c'est 80% d'élevage intensif, donc avec une très forte concentration dans des bâtiments fermés, sans accès à l'extérieur, à la lumière, etc., avec plusieurs dizaines d'individus par mètre carré. Et donc moi j'ai pris le parti de me tourner vers un éleveur local qui travaille à petite échelle. Donc j'étais à l'Estade d'Orléans, donc dans la région autour. Et donc c'est lui qui m'a fourni en plumes. Et en fait, il assurait la totalité des étapes de production, de l'élevage à la vente en passant par l'abattage, et bien sûr en offrant des conditions dignes de vie à ces animaux. Donc voilà, maintenant on va rentrer un peu dans le détail du projet. Donc si on se penche maintenant sur la plume, dans sa composition, on s'aperçoit qu'en fait il y a deux types de fibres différentes. Une partie qu'on voit ici en blanc, qui sert tout simplement à la régulation thermique, qui est très dufteuse, très douce, et qui est cachée en fait sous les autres fibres contre le corps de l'oiseau. Donc ça c'est les premières fibres, et les deuxièmes qui servent justement à protéger les premières servent donc à l'enveloppe, à la couleur, au camouflage, à la séduction, au vol, à la protection de l'oiseau. Et donc l'idée en fait c'est deux fibres qui ont une structure microscopique très différente et des propriétés différentes, et l'idée c'était donc de trouver un moyen de séparer les deux pour les exploiter isolément. Donc ça c'est la première partie du projet. Donc là c'est les fibres blanches, dufteuses, isolantes. Donc par un moyen qui est par un procédé qui se rapproche de celui de l'industrie du duvet pour extraire les plumes les plus légères des palmipèdes. Donc un système de flux d'air et de triage par flux d'air. J'ai réussi à isoler donc et au préalable d'abord mixer c'est plusieurs procédés pour juste récupérer la fibre qui m'intéressait là. Et l'idée c'était ensuite de trouver un moyen de la piéger et de la fixer sur un support. Et donc là j'ai mobilisé un liant biosourcé qui s'appelle le PLA, donc qui est un plastique biosourcé, donc fabriqué à base d'amidon de maïs, mais qui peut être fabriqué avec plein d'autres, toutes les plantes qui ont des amidons. Donc là aussi on a la question de déchets, de gaspillage qui peut intervenir. Et donc en fait les fibres sont piégées dans donc on l'a ici, une espèce un peu comme un peigne, une matrice de picots qui viennent piéger et fixer la fibre par thermocompression. Donc ici on a une gamme de couleurs du gris au blanc au gris foncé, parce que c'était du duvet de poule et de pintade. Et
et donc dans des proportions et de couleurs diverses. Donc ça c'était pour la première partie du projet, donc pour les fibres isolantes, et donc au terme d'application ça peut aller donc l'isolation thermique, l'isolation acoustique, et aussi la filière textile qui peut être intéressante. Là je suis en train de voir comment incorporer ces fibres sur une surface textile. Donc voilà, ça c'est encore en phase de recherche. Et donc la deuxième partie du projet, donc les fibres qui sont à l'extrémité colorées, donc là extraites et isolées et puis réduites ensuite en poudre raccourcie. Et donc on a du roux, du blanc et du noir à la base, et si on joue sur les mélanges et sur les proportions de chaque couleur, on atteint cette gamme colorée. Donc là c'est la forme brute du matériau, et là encore une fois je mobilise le PLA. En fait, vous pouvez voir, il y a des échantillons ici dans la boîte, on ne verra peut-être pas de loin, mais vous pourrez regarder après si vous voulez. Et donc, là, avec ces trois couleurs, mes expérimentations m'ont mené à ce matériau, toujours en mobilisant le PLA comme liant, à ce matériau très fin qui fait moins de 1 mm d'épaisseur, où il y a à peu près 50% de plume et 50% de PLA. Et donc, en fait, un matériau qui a les propriétés un peu du plastique et de la plume, et l'esthétique, et les propriétés mécaniques aussi de la plume. Donc la fibre notamment renforce le plastique, entre autres choses. Et donc on s'aperçoit que c'est un matériau qu'on peut du coup thermoformer et usiner numériquement, des coupes laser, des coupes numériques, etc. Et donc par rapport à ce matériau-là, donc on a un visuel un peu plus serré ici, j'ai travaillé pour le diplôme juste pour lancer des pistes d'application sur un module qui se répète auto-imbriquable, qu'on a ici en fait à l'écran et qui a des échantillons dans la boîte. Et l'idée c'est d'imaginer un système de parois verticales avec des modules qui s'imbriquaient les uns dans les autres. Donc voilà, avec des gammes colorées qu'on a vues plus tôt. Et donc là une modélisation 3D de ce que ça pourrait être à plus grande échelle. Et encore une fois c'est juste des pistes, des jalons d'application possibles. Il y en a plein d'autres encore à trouver. Et donc voilà, donc ça c'était une première. Donc par rapport à ce matériau-là, les applications possibles, c'est de la décoration, l'aménagement d'intérieur, le cloisonnement, l'ameublement, le travail de la lumière. Donc il y a plusieurs choses possibles. Donc ça c'était des cloisons à suspendre. Là il y aura des cloisons à poser, par exemple, pareil sur l'idée du module imbriquable, jouer sur les transparences, les épaisseurs, les ouvertures et la modularité de l'élément et des cloisons. Et donc voilà, après c'est un matériau aussi qu'on peut travailler dans la masse, avec des épaisseurs beaucoup plus grandes, et là typiquement pour fabriquer des objets ou dans l'ameublement. Donc voilà, après les axes de progression du projet, ça serait de pouvoir trouver des moyens de rationaliser les procédés de fabrication, de pouvoir traiter plus de matière plus rapidement, à plus grande échelle, et trouver des applications peut-être plus précises, plus pertinentes, et aussi peut-être trouver un autre lien que le PLA, même si c'est un plastique biosourcé, ça reste un plastique, donc de la chimie, et trouver peut-être un lien, notamment peut-être extraire la kératine de la plume. Ça, je n'ai pas encore exploré cette piste, mais ça pourrait être une possibilité. Et donc voilà. Bonjour à tous, merci de l'accueil et pour toute cette intervention très intéressante qu'on a juste après. Alors, on sait qu'on doit changer nos habitudes pour préserver la planète. Et on sait aussi que la nature peut nous aider à faire tout ça. On pense tout de suite à beaucoup d'innovations, que ce soit l'utilisation de la force du vent pour produire de l'électricité, pour ainsi épargner nos ressources non renouvelables. On a aussi l'utilisation des plantes pour dépolluer les eaux et ainsi réduire notre consommation de produits chimiques. Mais quand on parle de toutes ces innovations, on a tendance à oublier qu'on a aussi des petits êtres vivants sur Terre qui sont incroyables, sont plus ingénieux, plus brillants en termes de développement durable. Ces micro-organismes sont de redoutables défenseurs de la nature, et en plus de réguler tous les cycles géochimiques nécessaires à la vie sur Terre, nous sommes aujourd'hui capables de pouvoir les utiliser via des techniques de microbiologie, etc., afin de résoudre des problèmes environnementaux. On pense par exemple à la dépollution des sols, l'assainissement des milieux et la production de matériaux respectueux de l'environnement. En effet, certains micro-organismes sont capables de produire des matériaux respectueux de l'environnement que nous utilisons quotidiennement dans l'industrie ou pour un particulier.
Et si ces micro-organismes pouvaient nous permettre de résoudre un des enjeux environnementaux majeurs que nous avons aujourd'hui, à savoir le plastique. Le plastique, vous le connaissez tous. Il est produit en grande quantité, il pollue les sols, les océans et met en danger nos écosystèmes. Aujourd'hui, on produit à l'échelle mondiale 335 millions de tonnes par an de plastique. Sur ces centaines de millions de tonnes de plastique, seulement 9% sont recyclés. Et on retrouve donc dans les océans 150 millions de tonnes. Une alternative potentielle à ce problème de plastique, ce sont les bioplastiques. Ils sont produits à l'aide de ressources renouvelables telles que les céréales, sont biodégradables, biosourcés. Aujourd'hui, le marché du bioplastique est en pleine expansion et vise à atteindre une valorisation de 68 milliards de dollars d'ici 2024. Donc dit comme ça, je vous propose une solution qui est miraculeuse au problème du plastique. Cependant, ce n'est pas le cas. Malheureusement pas encore. En effet, la production de bioplastique rencontre de nombreux problèmes, que ce soit, et notamment, le problème majeur, c'est l'utilisation, c'est le substrat qu'on utilise dans la production de ces bioplastiques. En effet, pour produire du bioplastique, on va utiliser de la matière première qui va avoir pour conséquence d'augmenter le coût de production, mais aussi de monopoliser des terres arables. Donc si je vous expose tout ceci, c'est que bien entendu, je viens pour vous proposer une solution. Cette solution, c'est notre projet Bioplastoid, donc qui vise à pallier à ces problèmes qu'on rencontre à l'heure actuelle dans la production de bioplastique, en remplaçant les ressources par les ressources telles que les céréales, les sucres, par des déchets alimentaires spécifiques. Ces déchets alimentaires, d'ailleurs, sont majoritairement incinérés et produisent des dégagements massifs de gaz à effet de serre, et sont donc aussi un enjeu environnemental. Donc Bioplastoid propose un procédé innovant et écologique de revalorisation de ces déchets pour en faire un produit à haute valeur ajoutée. Ce bioplastique serait donc biodégradable, biosourcé, biocompatible et posséderait aussi des caractéristiques très similaires au plastique que nous utilisons à l'heure actuelle. Nous sommes inspirés par la nature et développons avec elle un procédé qui rentre dans une économie circulaire et permettra de créer un cercle vertueux et ainsi nous permettrait de répondre à un des enjeux environnementaux majeurs que nous avons actuellement. Merci infiniment pour votre attention. Bonjour à tous, donc Simon Pelletier, cofondateur d'AgriCarbone. Je vais vous présenter très rapidement, donc on a 5 minutes, c'est très court, mais essayer de vous transmettre un petit peu le concept de notre activité, donc qui s'est créée il y a 1 an et demi. C'est une idée qui a émergé à partir de discussions de 2 ingénieurs agronomes qui ont aussi passé quelques temps sur ces bancs. Et l'idée, c'est de nous dire, aujourd'hui, on est très dépendant de matières organiques fossiles, donc le pétrole et le gaz fossile, notamment, et on a oublié un petit peu ce que l'agriculture pouvait produire. Donc on a recentré l'agriculture sur sa fonction principale qui est de produire de l'alimentation pour les hommes, mais historiquement elle avait également un rôle de production énergétique, c'est-à-dire la force de traction. En prenant un exemple tout simple, c'était les chevaux. Les chevaux, ils étaient nourris à partir d'avoine qui était produite sur les exploitations, notamment entre 2 cultures alimentaires. Donc l'idée est de nous dire, voilà, aujourd'hui on a un petit peu oublié ce schéma-là, donc cette approche circulaire finalement en agriculture avec le recyclage des nutriments notamment. Et on a également de nombreux coproduits qui aujourd'hui sont simplement remis au sol et sous-valorisés. Donc il y a toujours cette question vis-à-vis du sol. Le sol est vivant et on doit le nourrir également, donc tout est une question de compromis entre ce qu'on peut exporter et valoriser sur les filières de production d'énergie, de matériaux, de chimie, et également l'alimentation, enfin, et surtout les litières animales. Voilà. Donc on aborde vraiment tous ces sujets-là sur la valorisation de la biomasse agricole non alimentaire et faire cela de façon durable. Donc on a pris des exemples de clients. Là, par exemple, c'est un de nos premiers clients qui nous a fait confiance, donc une unité de méthanisation donc, localisée en Mayenne, qui, elle, recherche des biomasses au meilleur prix. Et là, quand on parle de biomasse, on parle vraiment de coproduits agricoles. Donc il y a des pailles de blé, notamment, après des cultures intermédiaires, et ensuite des menus pailles.
Et il souhaite également valoriser le coproduit qui est généré par son unité, le digestable. Voilà, il rencontre des problèmes parce qu'aujourd'hui en agriculture, la valorisation des produits résiduaires organiques comme celui-ci est peu courante. On a conservé une approche linéaire généralement en disant on achète des fertilisants, on produit et ensuite finalement on rapporte peu au sol les coproduits générés, que ce soit par l'alimentation humaine notamment. Je pense aux bouts de stations d'épuration, etc., qui ont des images assez négatives. Donc d'un côté, on a un client, consommateur de biomasse, et de l'autre côté, on a une exploitation agricole qui, elle, souhaite valoriser ses biomasses. Mais aujourd'hui, on a une catégorie, en fait. Il y a une catégorie produits alimentaires, en gros, et ensuite, il y a une catégorie plus ou moins coproduits ou déchets. Et dans ces déchets-là, on a du mal à faire la distinction entre plusieurs catégories, finalement, plus de déchets, mais de coproduits. Nous, on préfère les appeler, on a du mal avec cette notion de déchets dans laquelle on oublie complètement le côté ressources sur le produit. Et donc là, on prend l'exemple toujours des pailles qui produisent des cultures intermédiaires et des pommes de terre déclassées, par exemple. Donc on a souvent ce cas-là qui se présente. Et de son côté, lui, il est d'accord pour valoriser ces produits-là, mais il exige des garanties économiques pour être sûr que l'exportation est intéressante économiquement pour la viabilité de sa structure, mais également agronomique pour être sûr que dans 10 ans, on soit pas dit, bon voilà, on a foncé dans le mur finalement, on a tout exporté, on a dégradé la qualité organique des sols, et aujourd'hui, on ne peut plus rien produire. Donc, pourquoi aujourd'hui ce lien n'est pas fait finalement entre consommateur et producteur? On a identifié plusieurs freins. Le premier frein, c'est un frein social, principalement, donc avec vraiment des langages différents entre les deux acteurs, et une diversité d'acteurs à l'interface, c'est-à-dire que l'agriculteur, potentiellement, il va devoir faire appel à des conseils de chambres d'agriculture, d'instituts techniques, des entreprises de travaux agricoles, d'autres entreprises, des prestataires qui vont devoir assurer le stockage de sa matière car il n'est pas équipé. Donc le premier était le frein social, le deuxième c'est un frein quantitatif. Donc on connaît tous la variabilité des rendements agricoles. Le méthaniseur, lui, finalement, c'est un élevage de bactéries, il doit alimenter son unité régulièrement, une chaufferie c'est pareil, un élevage c'est pareil, donc il peut pas se permettre de prendre ce risque-là. Donc aujourd'hui, il a du mal à contractualiser en direct avec un agriculteur. Une opacité des marchés également, donc finalement, ces matières-là aujourd'hui, il n'y a pas de marché, on connaît le prix du blé, tout le monde le connaît, on peut le trouver sur internet facilement, le prix de la paille c'est compliqué, des menus pailles et des cultures intermédiaires, je ne vous en parle même pas. Et enfin la logistique est complexe et a nécessairement besoin d'être vraiment optimisée sur tous les aspects pour justement que le revenu complémentaire généré par la valorisation de ces coproduits apporte une valeur ajoutée pour l'agriculteur. Et enfin les contraintes agronomiques donc sur la durabilité des exportations. Vraiment. Donc ce qu'on propose finalement, c'est de nous positionner, donc on voit le petit logo AgriCarbone, à l'interface entre les producteurs et consommateurs de ces matières agricoles, en assurant une gestion externalisée de l'approvisionnement en biomasse et du retour au sol des coproduits générés par ces unités industrielles. Ou pas forcément industrielles, d'ailleurs artisanales également, on n'est pas fermé. Et comment ça se décline? Donc finalement ça se décline en deux activités principales, j'accélère un petit peu. Le négoce court terme, donc finalement là où on reçoit des appels, un agriculteur a une matière déclassée, il dit je ne sais pas quoi en faire, donc nous on le redirige vers la bonne filière pour essayer de la valoriser au meilleur prix et de la façon la plus cohérente possible. Et de la même façon, on peut avoir une chaufferie qui nous dit moi j'ai une petite baisse de production, j'aimerais bien tester cette matière, est-ce que vous avez des matières à nous proposer? Comment ça se passe concrètement? On est en train de développer un site web avec des interfaces qui servent simplement de dashboard qui permet de présenter un état des lieux aux consommateurs et aux producteurs et que chacun s'y retrouve en temps réel plutôt que de passer notre journée au téléphone. Voilà, donc ça permet de gérer tout ça, la logistique, l'administratif, on caractérise bien la matière, comme ça il n'y a pas de surprise de part et d'autre. Notre business model, donc c'est de l'achat-revente de matière. Bon, ça, vu le contexte aujourd'hui, j'imagine que c'est pas le plus intéressant. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, donc on est le tiers de confiance. Merci. Le négoce long terme, donc ça, c'est notre autre activité qui est finalement notre activité principale. Donc dans laquelle on va chercher vraiment pour un industriel donc qui a besoin, une chaufferie qui veut s'installer, qui a besoin de 10 000 tonnes de paille sur un territoire. Donc on va aller travailler avec les agriculteurs locaux et mettre en place justement ce système circulaire d'exportation de paille et de retour au sol de coproduits. Donc dans ce cas-là, les cendres, mais il y a d'autres coproduits présents sur les territoires. Je pense notamment au compost de déchets verts sur lesquels on a déjà travaillé cette année.
Donc là, on se base sur des technico-commerciaux qui sont présents localement et qui vont nous accompagner sur tous les aspects de la chaîne logistique, notamment en veillant bien à une bonne qualité de matière. Voilà, donc de la même façon, on est vraiment le tiers de confiance, donc on est le seul interlocuteur de l'industriel. On simplifie un petit peu les relations. Notre méthode, donc on travaille en partenariat avec les acteurs du territoire, on ne considère pas qu'on a la science infuse, on veut vraiment travailler en partenariat avec les chambres, les instituts techniques locaux, des associations également, qui vont nous aider à aller plus vite et vraiment capitaliser sur l'expérience déjà connue. Donc la durabilité, on travaille avec un outil qui est développé par un organisme indépendant. Le suivi logistique, traçabilité, tout ça c'est géré par notre plateforme. On contractualise sur du pluriannuel donc pour éviter justement toute cette question de volatilité des prix sur ces nouveaux marchés. Et enfin on développe des outils pour justement rassurer les agriculteurs sur les questions de bilan finalement au niveau du carbone, mais aussi sur les éléments fertilisants NPK. Voilà, donc aujourd'hui, la start-up, enfin jeune entreprise, donc ça, voilà le sujet est un peu ouvert. On a été créé il y a 1 an, on a fait 400 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nos marchés, donc c'est méthanisation, chimie, mais également matériaux et élevage. On veut vraiment être multi-intrants, multi-débouchés sur un territoire. Voilà, donc notre objectif c'est d'accroître les volumes, de tester nos interfaces qui sont en développement et de prioriser notre développement sur 3 zones. Et tout cela sur une équipe donc composée de 3 personnes actuellement, Amaury, moi-même et Emeline qui est ici, qui nous a rejoint mi-juin. Et voilà, donc on est également soutenu notamment par le ministère climatique, la BPI et d'autres organismes. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi. Bonjour. Donc nous on est... Enfin, moi je suis professeure à l'école Estienne et voici les étudiants qui sont étudiants en cinéma d'animation documentaire et en illustration aussi. Et en fait on est là, on a été contactés par Paul et Dorothée pour faire en sorte d'être des médiateurs entre le monde de la science et le nôtre qui est plutôt artistique. Donc on en a vu un exemple là et ça se poursuit un peu ici. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être une mise en relation entre les étudiants qui sont capables et qui vont faire des films en fait par rapport à ce qu'ils ont entendu aujourd'hui, soit au niveau des conférences, soit au niveau des pitchs, s'il y a des besoins, si certaines personnes en fait souhaitent pouvoir mettre en image, en fiction ou en documentaire, en didactique, leurs idées. L'idée c'est vraiment de les contacter pour pouvoir vraiment faire le lien entre le contenu scientifique et ce contenant qui est de nature filmique. Voilà. A priori, ça serait plutôt sous forme de film d'animation et pas forcément sous forme d'illustration, mais tout est possible. Et donc ils sont là ici et vous pouvez largement prendre la parole, justement pour que vous les voyez et lors de la pause que vous puissiez discuter avec eux si vous en avez envie et vice-versa. Parce que l'idée c'est que ça marche dans les deux sens et qu'on puisse imaginer qu'il y ait des coups de cœur, on va dire, aller-retour sur des sujets qui les portent et qui vous portent. Je pense que c'est assez intéressant. Et je le remercie aussi parce que je trouve que de mettre en connexion des écoles d'art et le monde de la science, ça ne se fait pas encore beaucoup et je pense que ça mériterait d'être développé justement dans cette idée émise au début de ce festival de connexion et de partage des savoirs et savoir-faire. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non. Ok, voilà. Donc ils sont présentés, vous les avez repérés, je crois, et ils vous ont repérés aussi. Donc merci beaucoup, et puis on va suivre. Donc moi je vais vous parler de COAL, l'association COAL, Coalition pour l'art et l'écologie. Alors on va les classer petit à petit. C'est sur pause là, c'est où ? Non. Alors, on va tout espaguer. Voilà. Donc merci à Tel for Life. Non, ça marchait pas. Je sais pas quoi faire en fait pour être sur pause. Normalement c'est l'espace, j'ai essayé de faire. Ouais. Bon, bah. C'est bon, peut-être avec la souris. Ouais, merci pour cette invitation. Enfin, merci surtout d'organiser cette rencontre avec tous ces échanges-là. On se rappelle dans des assemblées justement d'une autre époque, de l'école d'Athènes, où chacun échange justement tous les savoirs. Et
voilà, avec Festival Vivant, pour lequel nous sommes partenaires chez Coal. Et merci aussi d'avoir appelé ça, semaille. Je trouve que c'est vraiment, j'estime, je pense que les artistes sont des semeurs. Donc je suis ravie qu'aujourd'hui on parle de semaille et qu'on les sème. Moi je vais présenter donc Coal, l'association, et ça va faire écho, je pense, à beaucoup d'initiatives qui ont été posées. Quelques illustrations vont passer, voilà, c'est des exemples d'œuvres. Donc Coal, Coalition pour l'art et l'écologie, c'est donc un collectif, on a un collectif de curateurs et de commissaires d'exposition, la première initiative française à mobiliser les artistes et les acteurs culturels sur les questions d'écologie. Donc ça a été créé en 2008 par 3 professionnels de l'art contemporain et de l'écologie. Et en fait, nos valeurs, je vais faire passer aussi d'autres images. Voilà, nos convictions profondes, c'est qu'on peut certes avoir évidemment une transition écologique qui passe par des innovations scientifiques, par des solutions juridiques, politiques, économiques. On en a eu évidemment beaucoup d'exemples, des solutions basées sur la nature. Et en fait, nous, on œuvre aussi pour parler de solutions basées sur la culture et œuvrer pour une nouvelle culture de la nature, parce qu'en fait, les deux sont extrêmement liés. Et je pense aux 500 ans de la mort de Léonard de Vinci qu'on célèbre, et qui en fait était à la fois un scientifique et un artiste. Les étiquettes n'étaient pas aussi présentes à l'époque. Et je pourrais presque évoquer là de but en blanc, d'entrée, avant de présenter tout ce qu'on fait, un projet pour donner une couleur comme ça à ce que peut être l'art environnemental. Je pense à l'artiste Jérémy Gobet qui a eu voilà, un semeur, c'est par le sensible que parfois les choses viennent, qui s'est rendu compte que avec la dentelle du Puy-en-Velay, on pouvait créer un substrat pour des boutures de coraux et donc favorable en fait à la régénération des coraux. Et donc il fait des installations incroyables autour de ça. Et voilà, c'est un exemple typique pour montrer qu'on est loin d'une idée d'un art aussi superficiel et simplement figuratif, et qu'en fait c'est des vrais acteurs. Donc voilà, en fait nous on mobilise la scène culturelle voilà, pour ça, parce qu'en fait un véritable changement ne pourra avoir lieu sans une redéfinition des imaginaires, des récits. En fait, on a besoin de reconstruire ces récits aujourd'hui. Et en fait, qui mieux que les artistes, justement, pour parler directement à nos sens, à nos imaginaires. On pourrait parler après de chaque œuvre qui défile. Voilà, donc nous concrètement, que fait Coal? Il y a 3 principaux points. On organise chaque année le prix Coal. Donc cette année, on vient de le clore en 2019, mais nous le lançons en 2020. Bientôt, nous lancerons l'appel à projets. Et j'imagine que des gens ici pourraient être intéressés pour proposer des projets. Ça sera sur la thématique du vivant et de la biodiversité. J'en parlerai peut-être juste après. Donc ça nous permet d'identifier, de créer une scène culturelle, en fait, de constituer un champ dans l'art grâce à ce prix Coal, art et environnement. Notre deuxième champ d'action principal, des images voilà, d'exposition qu'on fait, du commissariat d'exposition, de la direction artistique. On a la direction artistique de la prochaine Biennale d'Anglet en 2020, et on est en ce moment en train de faire une exposition sur le vent à la Halle au sucre de Dunkerque. Donc voilà, comment revisiter, réinvestir les éléments, la nature à travers l'art. Et puis le troisième gros point, c'est une sorte une forme de plaidoyer en fait pour une nouvelle culture de la nature, où on essaye le plus possible d'associer les acteurs de conservation de la nature, les acteurs du territoire, avec les acteurs de la culture, qui en fait se parlent finalement très peu, et les parcs, les réserves sont très demandeurs en fait d'une vie culturelle. Et donc, donc nous organisons par exemple des résidences d'artistes. Là en ce moment par exemple dans le Jura, des artistes sont en train de créer en fait autour de la Bienne, et comment dépolluer la Bienne. Enfin voilà, c'est des exemples parmi d'autres.
Et j'en viens au point qui va résonner en fait en termes de mots même au Festival Vivant et qui nous a fait nous rencontrer d'ailleurs, qui est la saison culturelle que nous lançons, qui est la saison Vivant. Alors la voici. J'ai quelques petits flyers que je pourrais laisser si voilà. Et donc on est très heureux de... Enfin voilà, aujourd'hui Festival Vivant c'est presque la première manifestation avant l'heure de notre saison culturelle à nous, qui aura lieu donc de mars à octobre 2020. Alors quel est le contexte de tout ça? Bon, je fais défiler des images, il se trouve que c'est à Marseille. En fait, vous le savez sûrement, en 2020, la France, Marseille, accueillera le Congrès mondial de la nature en juin 2020. Et c'est de même, à mon avis, c'est de la même ampleur, du même acabit que ce qu'on a connu avec la COP21 en 2015. Et on avait porté déjà Art COP21, donc la mobilisation des artistes pendant la COP21. Et cette année, voilà, c'est la continuité d'Art COP21, donc vivant, pour créer justement, pour faire résonner en fait toutes ces négociations, ces débats qui seront échangés entre les congressistes et pour les faire résonner finalement dans l'espace public et dans la sensibilité de chacun. Et donc, voilà, évidemment, dans ce contexte qu'on connaît, qu'on commence aujourd'hui à connaître de la sixième extinction, où je crois 26% en France des espèces sont déjà sont en voie d'extinction, ou déjà éteintes ou menacées. Et donc nous organisons à cette occasion, donc entre mars et octobre, nous organisons le prix Coal 2020 donc sur la question du vivant. Donc vous êtes conviés à proposer des projets qui relieraient donc, par l'art les questions, la thématique de la biodiversité. Et nous lançons, alors ça peut intéresser les étudiants ici, pour la première fois le prix Coal étudiant art et environnement, donc sur le vivant, et qui concerne toutes les écoles d'art et de design. Donc il suffit simplement d'être en 3e année pour pouvoir proposer un projet. Et c'est la première fois que nous le lançons. Et puis, bon voilà, ce que sera cette saison-là, c'est donc un ensemble, un agenda en fait. Vous pourrez voir, nous avons un site, un agenda culturel. Et l'idée, c'est que sur tous les territoires, partout en France, les acteurs se proposent en fait des événements et se mobilisent. Et il y aura des temps forts. Il y aura des temps forts à Marseille, et notamment donc seront une sorte de festival vivant, une sorte de rencontre comme on a ici, des états généraux un peu de la biodiversité et des ateliers professionnels. On organisera ça en juin à Marseille, et également des temps forts, d'une excursion sur tous les lieux culturels marseillais pour les congressistes et pour les venants, les personnes qui viendront à Marseille à ce moment-là. Voilà. Et voilà une illustration d'un projet qu'on fait en lien avec le Grand Paris. Et je pense que c'est tout. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais j'ai essayé de présenter un petit peu tous les aspects. Merci à vous.